It brings a tear into my eyes when I begin to realize. Romancier, médecin et chroniqueur sur France Inter dans Grand bien vous fasse, Baptiste Beaulieu présentait à la librairie Ombre Blanche, samedi 3 juillet 2021, son 5e roman, Celle qu'il attendait, paru aux éditions Fayard, dans le cadre de l'édition 2021 du Marathon des mots. Bonne écoute. Sit and cry just like a child. My pouring tears. Eh bien, bonjour à nouveau. Heureux de retrouver Baptiste Beaulieu. Je vais vous le présenter en quelques phrases parce que vous le connaissez tous. Médecin généraliste, romancier français, il s'est fait connaître tout d'abord par son blog, Alors voilà, dont il a tiré la matière de son premier recueil pour en faire un livre qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires et traduit. À l'époque où j'avais trouvé ça, c'était 14 langues. Peut-être que depuis, il y en a eu d'autres. J'ai pu m'acheter une piscine. C'est le plus important. Ouais, c'est génial. Et le blog, vous le tenez toujours ? J'ai beaucoup moins le temps, pour tout vous dire. Là, j'imagine. j'ai l'impression de l'avoir un peu déserté, mais je peux plus, quoi. On vous pardonne parce qu'effectivement, vous faites beaucoup de choses. À propos de ce blog, d'ailleurs, vous aviez obtenu le prix Alexandre Varnet et il comptait plus de 8 millions de visiteurs. Vous exercez, alors là aussi, j'essaie de réactualiser mes infos, vous exercez toujours la médecine en périphérie de Toulouse. En plein cœur de Toulouse. Mais vous avez changé de... Oui, maintenant j'ai un cabinet de médecine libérale, mais je dis jamais où parce que vous êtes assailli. Et puis je veux vraiment différencier les deux activités. Je veux qu'on vienne me voir parce que je suis un soignant sympa et qui est à l'écoute, pas parce que j'écris des livres ou que je passe à la radio, quoi. Ok. Alors là, je vous cite, vous tenez à ces deux activités dont chacune nourrit l'autre. Vous avez obtenu le prix méditerranéen des lycéens pour Alors vous ne serez plus jamais triste, le grand prix de l'Académie française de pharmacie pour La balade de l'enfant gris. Vous avez publié en 2017 avec Dominique Mermoux au dessin une adaptation en bande dessinée de votre premier ouvrage qui s'est intitulé Les 1001 vies des urgences. En 2021, c'est-à-dire cette année, Entre les lignes, toujours avec le même illustrateur ou illustratrice d'ailleurs, Dominique. Oui, mais c'est illustrateur ou illustratrice ? Illustrateur. D'après le roman, toutes les histoires d'amour du monde sur lesquelles j'avais eu le plaisir de vous interviewer. J'ajoute à ça des nouvelles, La mort est une garce, 3 histoires d'amour, Je te donne 3 histoires d'amour, Baptiste Beaulieu avec Martin Verclair et Agnès Ledic, plus de la poésie qu'on va retrouver dans votre dernier livre, Celle qu'il attendait, dans laquelle j'aurai l'occasion de vous interroger là-dessus, se glissent quelques poèmes. Mais avant d'aborder ce livre-là, permettez-moi des questions plus générales. Vous disiez que vous vouliez distinguer la médecine, votre travail de médecin, de votre travail d'auteur. Il n'empêche que, est-ce qu'on peut établir, il me semble que oui, mais vous savez ça mieux que moi, est-ce qu'on peut établir un lien entre le travail d'écrivain et le travail de médecin? Alors, juste avant de répondre à cette question, je voulais vraiment m'excuser pour le retard parce que je déteste arriver en retard. C'est un truc chez moi et j'étais persuadé que c'était 11h30. Oui, non, mais il y a vraiment, je suis désolé. Il n'y a pas de problème. Oui, alors, ce sont deux activités qui, je ne sais pas comment vous dire, mais qui se répondent l'une l'autre. Quand je vois 25 patients par jour, c'est 25 histoires qui sont déposées devant moi. Et vous savez, les romanciers, c'est un peu des vampires à histoire, quoi. Des éponges. Voilà. Et c'est surtout que quand un patient est en face de moi, je me dois d'être en face de lui et donc de l'écouter, d'être attentionné. Et donc, je ne peux pas laisser mon esprit vagabonder, mon imagination. Et moi, j'aime beaucoup cette contrainte qui est le cabinet médical, puisque je ne peux pas écrire pendant que les gens me parlent et que je les écoute. Et quand ça dure comme ça plusieurs heures d'affilée, quand je sors du cabinet médical, ça crée un moment bizarre, un peu propice à jaillissement comme ça d'histoire, de poésie, de fantaisie. Et je pense que si je passais mes journées seul chez moi à essayer d'écrire ou à me forcer à écrire,
j'aurais pas ces instants propices, quoi. Ce qui veut dire qu'à l'issue de votre travail au cabinet, vous écrivez, vous rédigez, vous prenez des notes sur ce qui a été vécu? Non, pas forcément sur ce qui a été vécu, parce qu'on est des machines à transformer le réel, et parfois j'écris, alors ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre dans la journée, ou alors de manière extrêmement lointaine ou très métaphorique, et donc je me dis c'est la machine à transformer qui fait son boulot, là. Vous vous souvenez de la toute première fois où vous avez écrit, cet instinct-là d'écrire? Oui, moi, je raconte souvent cette histoire parce que c'est vraiment le point pivot pour moi de mon début de carrière de romancier, mais je vais la re-raconter, c'est pas grave. Oui, oui. Au cas où certains ne l'auraient pas entendu. Non, j'étais étudiant en médecine et je travaillais avec le SAMU, peut-être vous l'avez déjà entendu cette histoire, mais je travaillais avec le SAMU et un matin on est réveillé à 2-3 heures du matin pour aller pour ce qu'on appelle une IMV, une interruption médicale, intoxication médicamenteuse volontaire. Voilà, une jeune fille de 16 ans qui avait fait une tentative de suicide dans un internat. Ouais, je me souviens. Voilà. Et on était 2 équipes. Et la première équipe, la mienne, on est parti sur cette intoxication médicamenteuse volontaire. Et la deuxième équipe est partie sur un accouchement difficile. Ils avaient été appelés sur une femme en fin de grossesse qui l'accouchement se présentait extrêmement mal pour elle et pour le bébé. Et je me souviens, il devait être de 3 heures du matin. On arrive à cet internat où il y a tous les jeunes qui sont en pyjama, debout, pendant que les pompiers sont en train de masser la jeune fille qui est au milieu du couloir et tout le monde regarde. Et nous, on remplace les pompiers parce que c'est très fatigant de masser. Donc moi, je me souviens, je remplace pour le massage pendant que mon chef essaie d'intuber la jeune fille. Et puis on s'est battu pendant 30 minutes. Et puis au bout de 30 minutes, on a laissé tomber, c'était fini, elle était partie. Et donc, je me souviens, on ramène son corps dans sa chambre, il y avait des photos d'elle partout, à la plage, à la montagne, avec ses cousins, avec sa mère. Et moi, j'arrêtais pas de penser à ses parents qu'on allait aller réveiller en pleine nuit pour leur annoncer cette nouvelle effroyable, quoi. Et on est remonté dans l'ambulance pour retourner à la base, et à Purpan. Et il y avait vraiment, c'est le cas de le dire, un silence de mort dans la voiture, parce qu'elle avait 16 ans, que c'est le premier chagrin d'amour, on a tous eu parfois envie de mourir à cause de ce chagrin. Et quand on grandit, on se dit, mon Dieu, mais pourquoi j'ai eu envie de mourir pour cette connasse ou ce connard? Enfin, c'était terrible. Et il y a eu des parasitages sur la radio interne au SAMU, et on était dans la ville endormi, avec ce décès qui venait de nous tomber sur les bras, et on a entendu le bébé qui venait au monde à l'autre bout de Toulouse, le cri du bébé, et tout le monde était soulagé, et on a entendu cette phrase qui est un langage technique médical, Apgar 10 sur 10, ça veut dire que le bébé allait extrêmement bien, et la mère aussi, ce qui était assez inattendu. Et moi, j'arrêtais pas de me dire, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans cette ambulance? On vient de perdre cette gamine de 16 ans, ce bébé qui devait, avec sa mère, probablement se présenter très très mal en arrivant au monde. Finalement, tout se passe bien. Et je me dis, il se passe quelque chose sur la condition humaine, j'ai touché du doigt quelque chose que je voulais raconter, que je voulais partager parce que j'avais l'impression que c'était important et qu'il ne fallait pas que je le perde, quoi. Que si je ne le racontais pas, c'était perdu pour moi et pour les autres aussi. Avant, vous n'aviez jamais eu même l'idée d'être auteur? Alors, avant, j'écrivais comme tous les adolescents de 15 ans. Tous, pas tous. Non, j'écrivais des petites historiettes ou des poèmes... des poèmes dépressifs d'adolescents de 14 ans sur la vie est nulle et mes parents ne me comprennent pas, quoi. Et c'était tout, quoi. C'était tout. Et la vocation de médecin, elle est née de quoi? On fait un peu de psychanalyse, là. Oui. Bon, la réponse... il y a 2 choses. Il y a Dr Queen, femme médecin, ne riez pas. Voilà, j'ai regardé ça avec mes parents, j'avais envie d'être soit un Indien, soit Dr Queen. Bon, je ne pouvais pas être Indien, donc je suis devenu Dr Queen. Et puis après, c'est plus compliqué aussi, parce que ça, on a tous nos raisons intimes, parfois psychologiques, parfois peut-être psychologisantes aussi, de devenir soignant. Bon, moi, je sais que je soigne aussi en partie par... c'est un long travail psy où j'ai pu apprendre et comprendre ce qui s'était passé. Moi, je l'ai déjà raconté, mais quand j'avais 2-3 ans, j'étais dans le jardin, il y avait un lézard qui prenait le soleil, et j'ai pris un caillou et je l'ai tué, comme les enfants de 2-3 ans peuvent écraser des bêtes. Ou arracher les ailes des mouches. Exactement. Et mon grand-père qui avait fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui avait tué des Allemands et qui s'en était jamais remis, c'est ce que je raconte dans toutes les histoires d'amour du monde, mon 4e roman, il s'en était jamais remis de ce qu'il avait commis en Allemagne à l'époque. Et il a vrillé quand il m'a vu en train de tuer cet animal, et il m'a mis le lézard mort dans la main en me disant, la vie c'est important, la vie c'est précieux,
faut pas faire ce que tu as fait. Et je pense qu'il transférait quelque chose de son passé. Et il m'a obligé à garder le lézard jusqu'à ce que mes parents rentrent le soir dans la main, comme ça, le lézard mort. Donc j'ai fait médecine pour pouvoir me laver les mains toutes les 2 minutes en paraissant très professionnel. Tout le monde dit, dis donc, Baptiste, qu'est-ce qu'il est professionnel, il se lave souvent les mains. Alors qu'en fait, c'était une toque que j'avais depuis cette époque-là. Et je crois que j'essaye de soigner les gens pour réparer cette faute monstrueuse que j'ai commise enfant en tuant ce lézard. Mais bon, on a tous nos névroses, j'espère. Hein, oui, je vous rassure. Ouais. Est-ce qu'on quand on est aussi sensible que vous, est-ce qu'on arrive à se cuirasser contre les malheurs que vous entendez dans votre cabinet de médecine? Non. J'ai écrit là, ce matin un post sur Instagram où j'explique que quand j'ai commencé ma médecine, moi je pesais 76 kilos. Et donc là, j'ai perdu beaucoup de poids parce que je m'y suis mis, mais j'étais arrivé à 93 en 4 ans. Donc moi, je sais que dès que quelqu'un chiale, pleure ou me raconte une histoire difficile, je rentre et je bouffe. C'est vraiment, je rentre, je mange mes émotions et j'essaye de consoler un truc en moi. Ou alors, et c'est pire, je suis en colère. Je suis en colère tout le temps et j'ai envie, moi je suis à vélo et j'ai envie de défoncer toutes les voitures qui me frôlent. Mais on retrouve tout ça, on en reviendra, oui. mais le fait de manger, le fait de la Oui, colère, bien sûr. et dans C'est celle qui là-dedans, l'attendait, on retrouve ces thèmes-là. On y Bien sûr. reviendra. Après, je l'ai déjà raconté, mais parce que c'est un bon exemple. Et je sais s'il y a des soignants ou des soignants dans la salle, je sais qu'ils partagent cette colère souvent quand ils rentrent le soir, et que c'est soit le conjoint, soit la conjointe qui prend un petit peu, qui morfle. Mais c'est très compliqué de... La maladie, c'est l'injustice. La maladie, c'est l'injustice, ça frappe au hasard. Et il faut accepter quand on est soignant. Il faut accepter qu'il y aura toujours des malades, ce sera toujours injuste, ce sera toujours violent, parce que c'est le monde qui est comme ça. Et je crois que c'est la partie la plus dure du job quand on est un garçon sensible. C'est d'accepter que le monde est ce qu'il est parce qu'il ne ment pas. Il ne ment pas. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la maladie, s'il n'y avait pas la mort, s'il n'y avait pas l'injustice ou la violence, il manquerait quelque chose dans le monde. Et le monde doit être plein de choses, y compris de ça, parce que si ça n'existait pas, alors il y aurait du mensonge dans tout ça. Et ce besoin de partager, alors on évoque bien sûr l'écriture, mais c'est aussi vos interventions sur France Inter, c'est aussi votre action sur les réseaux sociaux. C'est dans quel but de faire des émules, de se poser en tant que... Non, pas, je vous connais assez, pas en tant que modèle, mais en tout cas de donner des pistes. Oh non, vous savez, puis je sais que la vie est brève, et puis je suis comme tout le monde, moi je pète au lit, alors vous savez, les modèles et les gourous, c'est pas vraiment... Non, par contre, ce qui me paraît important, et ça c'est parce que je suis fan de mythologie, d'antiquité, et que j'ai eu la chance de faire du latin, du grec ancien aussi, c'est que je crois beaucoup à ce qu'on appelle les humanités, et notamment à ce terme que je trouve qui est un terme absolument faux, mensonger, qu'on appelle l'intimité. Il n'y a rien de plus extime que l'intimité. On partage tous les mêmes interrogations, on a tous des problèmes, entre guillemets, qu'on pense personnels, alors que les autres ont les mêmes. Et il y a une phrase de Terence que j'aime beaucoup qui dit « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et, oui, tout à fait. Et je crois que c'est ça aussi la raison pour laquelle je partage à la fois mes histoires ou ce que je suis en tant qu'être humain, le fait de bouffer quand une patiente pleure parce qu'elle s'est fait taper dessus par son connard de mari. Et je crois que je veux partager ça aussi pour permettre aux gens, un, de se sentir moins seuls dans leur intimité, et deux, de prendre conscience que leur intimité est la chose la plus partagée par tous, quoi. D'accord. On arrive donc à ce livre-là, Baptiste Beaulieu, Celle qui l'attendait, aux éditions Fayard. C'est toujours pareil. On est toujours curieux de la genèse d'un livre. Pourquoi ce livre-là, à ce moment ? Quel a été le déclic? Alors, pour le dire en quelques lignes, alors, attendez, excusez-moi, je cherche mes petites notes. Il s'agit d'Eugénie, qui est une femme obèse et qui déborde de projets farfelus dont vous ne allez pas nous parler. Et d'Eugénie et de Joséphin, chauffeur de taxi, un taiseux, quelqu'un qui parle peu, si ce n'est quand on le verra là aussi quand il pétrit la glaise, qui lui est à l'inverse très maigre et qui tous les deux vont vivre une belle histoire. Voilà, je repose ma question. Elle est née de quoi, cette histoire ? Je venais de terminer
mon premier recueil de poèmes. Et je m'étais dit, bon, je vais m'accorder quelques semaines pour pouvoir me remettre à l'écriture, parce que je me sentais vraiment vidé, épuisé. Et puis une nuit, je me suis réveillé à 2h du matin. Je venais d'avoir une idée géniale, j'étais tout content, j'étais super excité. Et je me dis, vite, tu la notes, parce qu'il n'y a rien de pire quand on est écrivain que d'avoir une belle phrase ou une belle idée, et de se dire, oh, mais c'est bon, je vais m'en souvenir, je pourrais la noter plus tard. Et en général, on ne s'en souvient plus. On sait juste qu'elle était belle et on a envie de se mordre les doigts. Et donc, j'étais 2h du matin, j'étais à 2h du matin en train d'écrire sur mon iPhone l'idée fantastique, ce qui me paraissait incroyable que j'avais eu. Et le matin, je me réveille, je me souvenais plus de quelle idée c'était, mais j'avais l'assurance de l'avoir noté sur mon téléphone, alors j'étais super heureux. Là, j'attrape mon iPhone et puis je déverrouille et je vois que j'avais noté « À Paris, un homme rencontre une femme ». Et j'étais désespéré parce que dans ma tête, ça me paraissait tellement plus original que ça. Bon, heureusement, dans la journée, le côté original de l'histoire est revenu et je me suis souvenu pourquoi ce postulat qu'on a déjà lu 1000 fois, dans ma tête en tout cas, était beaucoup plus original, en tout cas digne d'être raconté. Et alors, justement, qu'est-ce qui fait l'originalité digne d'être racontée ? Eh bien, c'est que c'est mon 5e roman. Et je crois que j'avais envie d'un petit challenge, comme tous les romanciers au bout d'un moment. Et je me suis dit, j'avais envie de partir de ce postulat d'histoire qu'on a déjà lu 1 millier de fois, un homme qui rencontre une femme sur un quai de gare et c'est le coup de foudre. Et de me dire, voilà, ça c'est le truc qu'on a déjà lu 1 millier de fois et je vais le prendre et je vais le tordre, je vais y insérer de la poésie, de la fantaisie, et je vais faire un pas de côté pour raconter une histoire d'amour telle que personne n'en aura jamais lu, ou telle que moi, en tout cas, j'en ai jamais lu. Et donc, c'était une sorte de contrainte, et en même temps de liberté totale, à partir de ce cadre contraint, de pouvoir raconter une histoire inédite, je crois, ou en tout cas, je déjoue tous les attendus, les stéréotypes autour de ce postulat, quoi. Vous parlez très joliment de 2 empotés magnifiques. Vous nous les présentez, ces empotés magnifiques ? Oui, c'est ces 2 personnages que j'ai adorés. C'est important d'aimer ces personnages parce qu'on passe 1 an et demi avec eux. Vous en avez parlé comme s'ils existaient vraiment. Oui, parce que c'est des patients, c'est des patientes, c'est une part de moi, c'est un mélange d'humain et d'humaine que j'ai en moi ou que j'ai rencontré, quoi. Donc oui, ils existent. En tout cas, une petite part d'eux existe chez plein de gens, quoi. Et donc on a Eugénie, oui, qui est cette femme grosse. J'utilise ce terme parce que c'est le terme qu'utilisent les personnes militantes. Elles ne veulent pas qu'on dise en surpoids ou quoi. C'est une femme grosse qui essaie de se débattre avec ce monde-là, ce monde qui est hyper violent, parce que les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt un médecin un peu militant. Et que j'avais envie d'aborder ce sujet qui est la discrimination qui est faite aux personnes en situation de surpoids, qui est une discrimination dont on parle peu et qui paraît très légitime. Dont on parle dans de notre plus société. en plus sous le nom de grossophobie. Voilà. Et souvent, ça fait sourire en disant encore une phobie et tout. Et en fait, il suffit de parler 2 minutes avec une personne concernée pour comprendre que, 1, c'est réel, 2, ça a des effets sur la santé de ces personnes-là, et 3, ça a un combat aussi qui peut permettre aux personnes qui ne sont pas concernées de s'émanciper d'une certaine forme de contraintes sociales sur les corps. Enfin, c'est hyper violent quand on grandit et qu'on voit les pubs pour les slips ou les culottes et qu'on n'a pas, enfin 90% de la population française n'a pas ce corps-là, ne l'aura jamais, qu'on soit même un garçon. Je parle aussi pour les garçons. Ça crée des complexes terribles, je pense. Et en tant que soignant, c'est mon rôle aussi de dire aux gens, les pubs, elles mentent, la réalité des corps, c'est pas celle-ci. D'accord. Alors là, il s'agit... J'en vois tous les jours des corps, donc... Oui, vous êtes bien placé pour... il y a donc Eugénie, et puis l'autre empoté magnifique. L'autre empoté magnifique. Je suis parti dans mes... l'autre empoté, c'est Joséphin. J'avais envie... j'ai choisi ce prénom parce que Joséphin Bachière, c'est un artiste toulousain qui est formidable et qui a illustré mon premier recueil de poèmes. Et j'avais envie d'un prénom... léger, qui en même temps est original et aussi des consonances sémites, parce que c'est Youssef. Joséphin, c'est Youssef. Ouais. Et donc, on comprendra en lisant... On comprend à la fin, pourquoi, oui, effectivement, oui, parce qu'il y a une... Voilà. C'est pas pirouette, mais il y a une surprise effectivement énorme. Le livre, il coûte 17 €, faut quand même que les gens, ils en aient pour leur argent. Et donc Joséphin, oui, qui est un taiseux, quelqu'un qui n'arrive pas à parler,
et qui ne peut parler que quand il tourne quelque chose entre les doigts. Ça alimente une sorte de moteur. Et donc, il s'est mis à la céramique autour de potiers. Et c'est sa passion. C'est les seuls moments où il arrive à parler, c'est quand il tourne. Et quand il tourne, il parle de la vie, de la mort. Il tient des discours philosophiques, de la poésie aussi. Et après, quand il arrête de tourner, il retourne dans sa coquille, il se tait. Et donc, il a des vases comme ça chez lui où il y a marqué discours sur la vie, discours sur la mort. Ce que j'ai vu de l'amour ce jour-là, en parlant d'une date précise, parce que dans la rue, il a vu deux mannequins dans une ruelle qui avaient l'air de s'embrasser, alors qu'il y avait des saletés partout, mais c'était magnifique parce qu'ils avaient trouvé l'amour dans ce monde impossible. Et il l'avait trouvé quand même, et il a besoin de dire qu'il a vu ces deux mannequins jetés derrière une boutique de fringues et qu'ils avaient l'air de s'aimer dans cette ruelle sordide. Et donc, il y a tous ces vases comme ça avec ce qu'il a vu du monde et des hommes, et c'est sa parole qui est enfermée là-dedans. Et voilà. Et il vient d'où, lui? Eugénie, on a compris, Oui. vous avez rencontré des personnes affectées de ces complexes-là, mais Joséphin... Il vient d'un pays en guerre, du Moyen-Orient, alors c'est un peu flou, probablement la Syrie, et on comprendra au fur et à mesure de l'histoire pourquoi, quelles sont les raisons qui l'ont amené à arriver en France. Et dans votre cerveau, il vient d'où? Il est né de quoi? Pardon. C'est Quelle est sa mission? On va dire que la mission d'Eugénie, c'est de dire que... Voilà. Je crois que j'avais envie d'écrire un texte un peu avec des sous-niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'on a une histoire d'amour fantaisiste entre une femme occidentale et un homme oriental. Et j'avais envie. Et quand on peut, en fait, si on prend le roman et qu'on enlève le côté genré, c'est-à-dire une femme et un homme, et qu'on prend le monde occidental et le monde oriental, je crois que je raconte aussi une autre histoire. Il y a un sous-texte qui est très différent. Et c'est pour ça que Joséphin est né de cette volonté, pour moi, d'écrire un roman dans lequel on peut lire aussi autre chose qui est une forme de discussion autour du monde contemporain et de la façon dont ces deux mondes, orientaux et occidentaux, sont en train de s'entrechoquer de plus en plus, quoi. D'accord. Il y a tout type, enfin pas tout type, plusieurs types d'écriture. C'est peut-être une anecdote, mais qui est tellement charmante. À un moment donné, est-ce que je vais savoir le dire ça? Mamilapinatapai, mot yagan de la terre de feu, considéré comme le mot humain le plus difficile à traduire en d'autres langues. Il décrit, j'ouvre les guillemets, enfin vous ouvrez les guillemets, un regard partagé par deux personnes ayant chacune le désir que l'autre initie un geste qu'elles espèrent toutes les deux, sans qu'aucune des deux trouve le courage de franchir le premier pas. C'est super important ce mot, non? Ouais, c'est génial. Mais où vous l'avez trouvé ce mot-là? Il existe vraiment? Il existe vraiment, oui. Il existe vraiment. Parce que le roman est aussi une réflexion autour des mots. Vous savez, comment on parle, on pense. Et ça, j'en suis persuadé. C'est pour ça que tous ces débats actuels autour de l'écriture inclusive, tout ça me paraissent loin d'être anodins, parce que je suis intimement persuadé que quand on est un gamin de 9 ans et qu'on te dit le masculin l'emporte sur le féminin, alors oui, on va me dire, mais c'est juste sur le plan grammatical. Ben, en fait, non, tu dis déjà des choses dans la tête de l'enfant sur le monde dans lequel on vit. Si je peux me permettre... il y a, je crois que c'est en Iran, ou je ne sais plus, dans d'autres langues, où le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, mais dans les faits, hélas, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Alors, sans doute, moi je suis intimement persuadé, je ne sais pas comment vous dire ça, mais on parle mal des femmes dans notre langue. Oui, tout à fait. On parle très mal des femmes dans notre langue. C'est vrai. Et je suis intimement persuadé que cette manière dont on parle mal des femmes, elle a des impacts réels. Je vous donne un exemple. Alors, on va dire que c'est tiré par les cheveux, mais moi, je suis en train d'écrire un essai sur l'homophobie pour Fayard. C'est le livre dont je suis le plus fier jusqu'à présent. C'est un pamphlet extrêmement violent, mais qui est voulu comme tel. Et j'essaie de décortiquer dedans l'importance du langage, et notamment de l'importance du langage dans les rapports pénétrants-pénétrés et de ce que ça dit de nous. Et on vit dans un monde où 50% de la population pénètre l'autre moitié, et au lieu d'en avoir fait quelque chose d'accueillant, de chaleureux, un acte d'amour, on a fait quelque chose d'avilissant. La pénétration est un avilissement pour la personne qui est pénétrée, dans le langage en tout cas. Et d'où on dit, par exemple, quand on casse son frigo ou qu'on casse son téléphone, on va dire « Ah, mon frigo est niqué » ou « Mon téléphone est foutu ».
Et étymologiquement, Oui, il m'a baisé. oui, il m'a baisé, voilà. Ouais. Étymologiquement, on dit qu'il a perdu toute valeur parce qu'il a été pénétré. Et moi, je suis désolé, mais je suis persuadé que de grandir dans un monde où on a ce langage-là, ça provoque, en tout cas peut-être inconsciemment, ça sédimente en nous des idées, ou en tout cas des idées de ce que sont les rapports humains, en l'occurrence entre pénétrants ou pénétrés. À ce sujet, vous avez lu le livre de Martin Page? Sur la pénétration, Voilà. il paraît qu'il est formidable. Je ne l'ai pas lu, mais il Voilà. paraît qu'il est très très bien. Je ne l'ai pas lu non plus, mais je sais que ça doit correspondre à ce que vous êtes en train de me dire. Donc oui, l'importance des mots. Et d'ailleurs, Eugénie oublie les mots agréables. Elle a vécu quelque chose de terrible. Et d'ailleurs, je l'aime tellement, le personnage, que je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire dans le livre. En tant qu'auteur, je me suis en disant, peut-être qu'elle vous le dira, peut-être qu'elle vous le dira pas, mais ça lui appartient, et laissez-la tranquille avec ça. Et donc, elle a vécu quelque chose, et à partir de ce moment-là, elle a perdu tous les mots positifs de la langue française. C'est-à-dire qu'elle se souvient des mots pleurs, ou chagrin, ou pluie, mais elle ne sait plus dire le mot soleil, ou joie, ou matin. Et donc, elle est obligée à chaque fois de trouver d'autres mots. Par exemple, pour papillon, elle ne sait plus dire le mot papillon. Et donc, elle appelle ça un oiseau sans corps. Et c'est ce qu'elle est un petit peu devenue, elle aussi, un oiseau sans corps ou avec trop de corps. Et pour de mauvaises raisons. Et on apprendra quand même dans l'histoire. 17 €, il faut que vous sachiez quand même pourquoi. J'ai évoqué la multiplicité des styles, les poèmes, etc. Pourquoi avez-vous choisi ça? Parce que la prose ne permettait pas de dire certaines choses? Alors non, en fait, je vais être tout à fait honnête avec vous. Quand je l'ai rédigé, moi, j'ai commencé à l'écrire pendant le premier confinement, et en tant que médecin, j'étais responsable d'un centre Covid à Toulouse. Et donc, on accueillait beaucoup de patients, des gens qui étaient très malades, qui étaient très inquiets, à juste titre, des familles qui étaient inquiètes aussi. Et j'avais cette impression de fin du monde en moi, de me dire, je sais pas, j'avais pas peur pour moi, même si on avait pas forcément des super conditions pour soigner, hein, mais j'avais pas peur pour moi parce que je suis jeune, en bonne santé, plutôt mignon et intelligent, voilà. Non, mais j'avais peur pour mes parents et j'avais peur. Pardon. J'avais peur de leur ramener cette merde, et j'avais peur que mon monde soit plus le même s'il leur arrivait quelque chose par ma faute. Et donc, je crois que j'ai voulu mettre dans ce livre... mon éditrice m'a dit, on a l'impression que c'était le dernier livre que tu écrivais, et que tu as dit, bon, ben, je mets tout. Je mets tout. Elle dit, mais c'est pas le dernier livre que tu vas écrire, tu vas en faire d'autres. Puis bon, il faut rembourser la maison maintenant, en plus. Donc, mais la piscine. Non, mais... J'avais ce sentiment d'urgence, que je devais tout écrire, quoi. Tout mettre dans cette petite boîte qui est le livre, et que c'était peut-être la dernière petite boîte que je pouvais donner au monde. Elle pourrait l'être. Alors vous écrivez, mais tant mieux. Mais est-ce qu'elle pourrait l'être? Non, parce que quand je l'ai terminé, je me dis plus jamais. Je suis fatigué, j'en ai marre, et puis je suis déjà reparti sur autre chose. On est très infidèle, hein, vous savez. On met des enfants au monde, et puis après on les donne aux gens, on les vend. Et on s'en désintéresse pour s'occuper du prochain. Oui, mais enfin, vous ne nous négligez pas, parce que même dans le livre, vous vous adressez directement au lecteur parfois. Mais parce que, vous savez, quand on est médecin, c'est hyper solitaire comme activité, la médecine. Oui. Bah oui. Oui. Pourtant, j'aurais jamais dit ça. Il n'y a rien de plus solitaire, parce que vous savez, mes patients et mes patientes ne sont pas mes amis. Et je ne suis pas là pour être leur ami. Je suis là pour les écouter, les accompagner. Pas les soigner, parce que souvent ce sont eux qui se soignent eux-mêmes, pour les informer, mais je rigole pas tellement avec eux, c'est pas mon rôle non plus, et j'ai pas de collègues, moi, en tant que médecin généraliste, j'ai pas de confrères ou de consoeurs avec qui je peux me marrer, fumer une cigarette. J'ai arrêté de fumer, mais de temps en temps je craque. Et du coup, c'est extrêmement solitaire, et je rentre chez moi, et j'écris, ce qui est l'activité la plus solitaire au monde, et du coup... Parfois, c'est vrai, j'ai peut-être besoin d'un peu de chaleur humaine. Et je me suis dit, bah, si dans le livre, je parle directement aux lecteurs et aux lectrices, c'est comme s'ils étaient là à côté de moi. On était tous au pied d'un arbre, en mode griot africain, et que je leur racontais l'histoire. Ils sont avec moi et je vous raconte l'histoire. Et puis voilà, quoi. Vous parliez de médecins, mais encore une fois, vous dénoncez dans vos pages le problème de ces médecins qui sans âme, quoi. Mais alors, je sais que j'ai pas beaucoup d'amis médecins. Oui, j'allais vous dire, vous êtes bien vu par vos collègues? Non, le seul ami médecin que j'ai, c'est Martin Winkler, avec qui je m'entends très très bien. Qui vient de sortir un livre. Ouais. Et
je ne comprends pas. Vous savez, je suis le premier aussi à me remettre en question, à essayer de penser contre moi-même dans certaines pratiques, à me dire qu'est-ce qui a cloché avec ce patient ou cette patiente, et à me dire là j'ai fait preuve de maltraitance. Est-ce que ça veut dire que je suis un monstre sans cœur ou quoi? Je pense pas. Et quand on dit il existe des maltraitances médicales, il faut les analyser, essayer de comprendre comment elles arrivent, essayer de comprendre comment les patients et les patientes les ressentent. Les médecins sont toujours là, mais en mode, mais moi je suis, pourquoi tu dis ça, avec tout le travail que je fournis, etc. Oui, mais c'est justement avec tout le travail que tu fournis, tu n'es pas à l'abri de la maltraitance. Et souvent la maltraitance, elle se fait à notre corps défendant. Je vous donne un exemple. Quand j'étais interne en médecine, j'avais reçu une patiente qui venait pour un accident vasculaire cérébral. Et j'étais fatigué, c'était la fin de ma garde. Et j'étais en train dans sa chambre en train de l'examiner quand l'infirmière est venue me chercher pour la pièce d'à côté où j'attendais un spécialiste qui est arrivé. Et je me souviens avoir dit devant la patiente, à l'infirmière, j'ai dit « Attends, j'arrive, je termine avec l'AVC ». Et je me souviens de la patiente qui m'avait regardé en me disant « C'est moi l'AVC ?» Et là, je me suis senti mais vraiment nullissime, quoi. Et je suis sûr que tous les dimanches, au repas de midi, avec sa famille, il y a un petit... Excusez-moi, il y a un robinet qui, qui coule. C'est le fantôme de la dame avec l'AVC. Je suis sûr que tous les dimanches, elle doit baver sur mon dos en disant mais cette interne, tu te souviens ce qu'il m'avait dit, quel connard et tout. Et elle a raison. Elle a raison. Et l'important, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je lui ai enlevé ses vêtements de citoyen, de citoyenne, et je l'ai ramené à son état pathologique. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'étais fatigué, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé de plus profond dans l'apprentissage des études médicales pour que la patiente cesse d'être une patiente et soit reléguée au rang de pathologie. Moi, je ne me sens pas être un mauvais médecin quand je pose ces questions. Mais j'allais vous dire, oui, vous avez droit aussi, les médecins, de manière générale, à l'indulgence. Bien sûr. Vous ne pouvez pas être parfait. Mais on est bien d'accord, mais enfin... Je pense que c'est important de le dire, justement. On n'est pas parfait, essayer de comprendre comment s'améliorer, comment penser contre soi-même, et comment essayer d'être la meilleure, la meilleure version du soignant qu'on peut être amené à devenir, quoi. Vous nous faites le cadeau de votre franchise, je vais faire le cadeau de la mienne. Il y a quelque chose qui m'a dérangé dans votre livre. J'ai le droit, je vais me faire siffler, mais c'est votre vision des hommes. Alors attendez, quand il s'agit des prédateurs, de ceux qui coupent les ailes des femmes, etc. Arrachées. Mais par exemple, je vous donne, et je voulais vous en parler. À un moment donné, vous écrivez l'avantage avec les hommes. En plus, c'est dit de façon très drôle. L'avantage avec les hommes, il n'est point nécessaire de les avoir beaucoup pratiqués pour savoir comment ils fonctionnent. C'est dur, remplacer ça par femme. Si quelqu'un disait l'avantage avec les femmes, elles sont cons, en gros. Comment un lecteur masculin, en tout cas, moi, honnêtement, ça m'a froissé. Alors, première chose, Brice, est-ce que vous pensez qu'on peut comparer la condition des femmes et la condition des hommes? Non, ça je suis tout à fait d'accord. Donc du coup, cette phrase qui parle des hommes, on ne peut pas dire se remplacer homme par femme. C'est pas une comparaison qui tient, d'accord? Parce que c'est pas comparable. Oui. Premièrement. La deuxième chose, c'est que j'aime pas beaucoup les hommes. Enfin, sauf quand ils ont des shorts. Mais je vais dire la vérité. Moi, ça fait. Mais c'est dur d'entendre ça. Oui, mais ça fait 10 ans que je travaille en tant que médecin, que je travaille avec 2 foyers qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales, que j'ai essayé de comprendre ce qui se passait dans nos rapports avec les femmes, de ce qui se passait dans ce rapport de domination homme-femme. Et si je vous dis, voilà, je vous donne un saladier qui est rempli de Smarties, et il y en a 10 000, mais il y en a 20 il y a du cyanure dedans. Est-ce que vous en prenez un de Smarties? Et donc vous rejetez tous les hommes c'est pas ce que je dis. Sous prétexte c'est pas ce que je dis. Par contre, je me méfie des Smarties. Et donc, oui, je me méfie des hommes. Et vous savez quoi, Brice? Vous êtes le premier à le faire. On parie? Je vous donne un exemple. Moi, me méfier des hommes. Ah non, mais ça, je veux bien. Non, mais je vous donne un exemple. Ici, on est tous pareils. On marche dans la nuit, dans la rue. Ah oui, c'est sûr. D'accord. On entend un petit bruit qui sort d'une ruelle. Est-ce que vous êtes rassuré de voir un homme qui sort de la ruelle ou une femme? Non. Donc, on a tous intégré au fond de nous que la masculinité, ou en tout cas la socialisation masculine, c'est-à-dire la manière dont on nous fait devenir des hommes, elle est dangereuse, pour les hommes comme pour les femmes. Vous marchez sur un trottoir la nuit, vous voyez un groupe qui vient en face de vous, qui parle bruyamment. Il suffit qu'il y ait une femme dans le groupe, et ben vous serez rassuré.
S'il n'y a que des hommes, une part de vous qui sera pas rassurée. Alors, je vous entends, je vous comprends. Mais Mais qu'est-ce je les déteste pas, Oui. je les aime trop d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce constat-là pour arriver à la réconciliation? Parce que c'est un livre, et c'est tant mieux féministe, mais est-ce qu'il est possible d'être féministe sans rejeter la majorité des hommes? Je sais pas, moi tout ce que je sais, c'est que si, quand on pointe du doigt un problème de la masculinité, et un problème qu'exerce la masculinité sur les femmes, la première chose qu'on dit, oui, mais pas tous les hommes sont comme ça. Pour moi, on déplace le problème et c'est une manière de dire, donne-moi un cookie, moi j'ai jamais frappé ma femme. Mais en fait, mec, c'est normal de pas frapper sa femme. Enfin, oui, voilà. Mais tu mérites pas un cookie pour être normal, quoi. Et donc, parlons plutôt du problème des violences exercées par les hommes sur les femmes. Alors oui, il y a des femmes qui frappent aussi les hommes, mais statistiquement, c'est beaucoup, beaucoup plus important dans le sens inverse, quoi. Mais pour le dire autrement, si le but c'est de réconcilier les sexes et que les hommes se comportent mieux, est-ce que ce n'est pas contre-productif de leur envoyer une image que certains vont trouver injuste? Je pose la question. Je vais vous passer la parole, bien évidemment. Je sais pas. Je pense qu'il y a deux manières, vous savez, de discuter avec les gens. Il y a une manière douce et il y a une manière forte. Et je pense que dans un monde aussi violent dans lequel on vit actuellement, c'est bien, de temps en temps, de jeter des seaux d'eau à la tête des gens, quoi. Dire réveille-toi, voilà ce qui se passe, prends-en conscience. Alors, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont militantes et qui sont beaucoup plus douces dans leur militance. Je pense qu'il faut tout. Vous savez, il y a des suffragettes, elles posaient des bombes. Et aujourd'hui, on dit, regardez les féministes d'aujourd'hui, comme elles sont violentes, etc. Enfin, les suffragettes posaient littéralement des bombes. Voilà. Donc, enfin, si vous voulez, on peut revenir à cette époque-là. Moi, je suis pas. Non, je suis pas contre. C'est une jolie bombe, un livre. Hein. Non, mais c'était normal que je vous interroge là-dessus. Mais je suis entièrement d'accord et je suis content d'en parler avec vous. Bon, alors c'est parfait. Vous aviez évoqué la colère. Eugénie, voilà, à un moment donné, Eugénie obtient, oui, ce qui est un véritable cadeau. Elle s'autorise le droit d'être en colère. C'est compliqué, ce que je disais tout à l'heure, quand on est soignant, je pense que beaucoup de soignants éprouvent de la colère au quotidien parce qu'il y a cette injustice qu'est la maladie. Et alors, je l'ai déjà raconté, mais j'adore cette histoire, alors je vais la re-raconter. Et à l'époque, j'habitais... l'entrée de mon parking pour rentrer chez moi le soir était juste en face d'un Monoprix. Et chaque fois que je rentrais le soir, il y avait quelqu'un qui s'était garé devant l'entrée de mon parking pour aller faire ses courses au Monoprix parce qu'il en avait toujours que pour 2 minutes. Et je me souviens d'un soir, j'en pouvais plus, je voulais rentrer chez moi pour pleurer parce que j'avais une patiente qui était venue pour des violences conjugales. Il y avait son mari en salle d'attente. Alors, on va pas casser la gueule du mari en salle d'attente parce que déjà, il est grand. et puis, ça rendrait pas service à la femme de toute manière. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? On rentre. Il y a un connard qui s'est garé devant notre place de parking. On ne peut pas rentrer chez soi, se sentir à l'abri, cuver son chagrin d'être au monde. Et je me souviens, je me suis garé derrière lui, je suis rentré dans le Monoprix et j'ai acheté une plaquette de beurre de 125 grammes. Et je suis ressorti et avec la tablette de beurre, je voulais écrire « Ceci n'est pas une place de parking ». Et j'ai tellement appuyé sur le beurre que j'ai écrit « Ceci n'est pas ». Après, j'avais plus de beurre. Et la personne n'a pas dû comprendre le message que j'essayais de transmettre. C'était un peu surréaliste, « Ceci n'est pas ». Voilà. Et j'aurais dû prendre la plaquette de 250 grammes, quoi. Voilà. Et vous parlez de surréalisme, votre livre n'en est pas dépourvu de surréalisme. C'est vrai. Il y a un aspect très fantaisiste. On pense irrésistiblement à Boris Vian. C'est quelqu'un qui a compté pour vous oui. Ou vous êtes frères sans vous connaître? Alors, moi, j'ai une petite idole que j'ouvre de temps en temps quand j'ai besoin d'être consolé, c'est Jacques Prévert. Ah oui, aussi. Et donc, oui, Boris Vian, oui, même si je lui préfère, l'amour qu'avait Jacques Prévert pour les petites gens et pour les drames ordinaires, quoi. D'accord. Toujours pour cette veine pleine de fantaisie, il y a les inventions farfelues
Génie. Racontez-nous un petit peu. Bon, c'est-à-dire que vous savez, quand on a beaucoup d'imagination, on se dit comment je vais pouvoir balancer ça au lecteur et aux lectrices. On n'a qu'à faire que mon inventeur. Mon personnage est un inventeur et du coup, comme ça, je vais pouvoir balancer toutes les idées saugrenues qui me viennent à la tête. Et donc, elle a plein d'idées. Elle a une machine pour écouter tous les bruits du monde. Donc, elle a une petite molette, elle tourne comme ça. Donc, sur prière, elle entend tous les gens qui prient au même moment dans le monde. Une petite molette, elle tourne sur amour, elle entend tous les gens qui font l'amour au même moment dans le monde. Oui, alors, j'ai noté ça, c'est vrai. 6172 couples font l'amour par seconde. Oui, j'ai dû taper sur Google pour ça, pour le livre. Je suis un romancier sérieux, je me documente. Voilà. Donc, par contre, je ne sais pas comment ils ont fait les statistiques. Voilà. Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est très beau. Bon, soyons plus sérieux. Et effectivement, je le disais, c'est un livre heureusement féministe qui dénonce le harcèlement de rue, qui dénonce, il y a une métaphore derrière, bien évidemment, ces hommes qui arrachent les ailes des femmes et dont a été victime, sort dont a été victime Eugénie. Et il y a à la fin, je n'indique pas de quelle manière, parce qu'il ne faut pas déflorer le livre, il y a un hommage aux femmes artistes oubliées. Oui, c'était. Il existe un compte sur Twitter que j'aime beaucoup qui s'appelle Women's Art et c'est un compte qui met au jour des artistes femmes, alors parfois connues, parfois oubliées. Et chaque fois que je tombe sur une artiste femme inconnue ou oubliée, je trouve ça splendide et magnifique. Je me dis comment ça se fait qu'elle soit pas connue ou pas plus connue que ça en tout cas. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que oui, il y a quand même une forme là-dedans de sélection. Et il y a des statistiques qui le montrent. Vous savez, quand on est romancier ou romancière, une personne qui écrit un texte, si elle l'envoie sous un nom masculin, aura beaucoup plus de chances de se faire éditer que si elle l'envoie sous un nom féminin. Mais ça, il y a même des tests sociologiques. Encore aujourd'hui, il y a des tests. Regardez, le prix Goncourt, il existe depuis presque 100 ans. Je crois qu'il y a eu 13 ou 14 femmes qui l'ont eu en 100 ans. Vous pouvez regarder, hein, c'est effrayant aussi. Enfin, je veux bien que les femmes écrivent moins que les hommes, ce en quoi je ne suis pas persuadé. En tout cas, elles sont... Comment ça se fait que sur 100 ans de prix Goncourt, il n'y ait que 14 ou 20 femmes je voudrais qu'on m'explique, juste qu'on m'explique. Voilà. Et au-delà des artistes, vous faites quelques lignes, vous adressez quelques lignes au fait que... vous consacrez quelques lignes au fait que la contraception, c'est toujours la femme qui la paye. Oui, parce que... Pourquoi ça vous fait rire ? Ça me fait rire parce que je vais parler de quelque chose, mais c'est la vérité. Vous savez, un homme, il est fertile à chacun de ses rapports sexuels pendant très longtemps, parce qu'après, il y a l'andropause, mais même là, il continue à être fertile quand même. Alors qu'une femme, elle est fertile que 3-4 jours par mois, et encore tous les mois, et pendant 30 ans à tout casser. Et pourtant, on a fait de la contraception un problème féminin, alors que le vrai problème, c'est de couper le tuyau à sperme des hommes, je pense. Mais alors, pas le couper. Hein. Non, mais en tout cas, diminuer. Vasectomie. Non, mais pourquoi c'est les. Enfin, aucun homme n'accepterait de prendre 15 kilos, de plus avoir de libido, d'avoir envie de pleurer tout le temps pour pas que sa femme tombe enceinte. Alors pourquoi on fait vivre ça aux femmes ? Voilà. Moi, j'ai choisi l'homosexualité comme ça, pas de problème là. Facile. Et je vous poserai une dernière question avant de passer le micro. Je circulerai, puisqu'il ne doit pas être touché pour des raisons sanitaires, mais je circulerai parmi vous. La question, c'est l'obsession du temps qui apparaît dans ce livre à travers vos personnages, notamment Eugénie. C'est compliqué, vous savez, quand on écrit, je crois qu'on est tous un peu sensibles ou traversés par des tas d'émotions. Et je suis quelqu'un de très nostalgique et mélancolique, et le temps, c'est quelque chose qui me... J'ai pas peur de la mort, j'ai vraiment pas peur de la mort, je crois. Parce que jusqu'à présent, je crois que j'ai bien vécu et que j'ai fait ma part. Par contre, j'ai extrêmement peur du vieillissement, du délitement du corps, et puis de vivre dans ses souvenirs. Vous savez, j'ai une patiente que j'adore, qui est toute mignonne, qui s'appelle Edmé, et elle a 102 ans. Et la dernière fois, elle m'a dit quelque chose, j'étais en visite chez elle. Elle m'a dit, vous savez, Baptiste, moi je veux partir, mais mes enfants ne comprennent pas pourquoi je veux partir, mais je voudrais leur dire que moi, le monde
que j'ai connu, il a disparu. Maintenant, mes meilleurs amis sont tous partis. Mes cousins, mes cousines sont partis. Mon boulanger, qui était mon ami, est parti. Je ne reconnais plus personne dans ce monde-là. Je suis toute seule. Et quand elle me dit ça, j'ai les poils, là, j'ai les poils encore qui remontent, mais parce que c'est une peur que j'ai, ouais, vieillir et puis perdre nos amis, le petit libraire qu'on aime bien aller voir, nous conseiller, et puis un jour ne plus reconnaître, se lever un matin et puis plus reconnaître personne, quoi, parce que tout le monde est parti. Et ça, c'est... oh là là, j'ai plombé l'ambiance, là, je suis désolé. Merci beaucoup, Baptiste. Si vous avez des questions ou des réflexions sur ce qui a été dit, n'hésitez pas, il vous suffit de me faire signe et je m'approche de vous. Je mets le... Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai des réflexions et des questions. La première question est toujours la plus difficile. Vous avez la carte vitale ? Oui. C'est bon, et je suis vaccinée. Boss. Alors, j'ai pris quelques notes. Hein. Pardon, ça ne va pas être long, mais dans vos livres, vous parlez surtout, je pense, de gens qui ont des fêlures. Vous pourrez expliquer un petit peu pourquoi. Enfin bon, même si on entend bien votre sensibilité, hein, de toute façon, et votre générosité. Voilà. Ensuite, vous avez mis 1 an et demi apparemment pour écrire ce livre, c'est ce que vous avez dit. Voilà. Donc c'était pendant évidemment le confinement, les confinements. Donc qu'est-ce que ça vous a apporté ? Et après, je termine vite. Ici, votre public, mais je pense que c'est partout, est majoritairement féminin. Je suis très content. Hein, voilà. Donc, Cela dit, si je peux me permettre en oui. tant que modérateur, les 3/4 du temps, pour tous les écrivains, le public est féminin. Les écrivains masculins. Oui, même. Voilà. Oui, je vous assure. Pour moi, vos livres sont peut-être aussi un moyen de vous soigner vous, mais de nous soigner à nous aussi. Ah bah, en tant que soignant, c'est Voilà. le but aussi. Hein, merci beaucoup. J'attends toutes vos cartes vitales maintenant. Le prix Goncourt, je pense que le jury est majoritairement masculin. Donc peut-être que c'est aussi... il faudra... Voilà, ceci explique cela. Ah, vous voulez dire que les hommes votent plutôt pour des hommes que pour des femmes ? Eh ben, peut-être. Hein, j'en sais rien, il faudrait peut-être changer aussi... Je pense aussi, oui. hein, Mais voilà. bon. Voilà. Je vais terminer déjà par ça. Merci beaucoup. Pour les fêlures, alors, une chose toute simple, c'est que moi, j'ai commencé mon métier de médecin comme tout le monde, en pensant qu'il y avait des gens gentils, des gens méchants, et puis quand on apprend à creuser un petit peu dans la vie des gens, et alors c'est peut-être très naïf ce que je veux dire, je ne crois pas qu'il existe fondamentalement de gens fondamentalement méchants. Par contre, des gens qui ont été tellement blessés, qui blessent à leur tour, sans distinction de bien ou de mal, ça existe. Mais je ne suis pas du tout naïf sur la nature humaine, hein, mais je crois qu'il y a des gens que la vie a tellement abîmés qu'ils ne sont plus capables que d'abîmer à leur tour leur entourage. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est ça qui m'intéresse. Et la deuxième question, c'était sur le confinement. Ce que ça m'a apporté... c'est compliqué parce que c'était... je vais vous dire... je ne sais pas si des gens sont venus à la lecture du texte que j'ai fait la semaine dernière. C'était à la chapelle des Carmélites, c'est voilà. ça. Ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai fait le truc le plus chouette de ma vie. Je suis très content d'avoir fait. J'ai un couple de copines lesbiennes qui ont vu les frontières en Espagne se fermer et qui n'ont pas pu, du coup, faire leur parcours de PMA. Et je leur ai dit, bon, écoutez, moi, je vais vous aider. Alors, vous savez, en France, c'est 300 000 € d'amende et 50 ans de prison. Hein, ce qu'on appelle une insémination sauvage, alors qu'il n'y a rien de sauvage, franchement. Elles m'ont appelé à la fin de la journée en me disant, bon, Auréline a de la température qui monte, tu peux venir maintenant. Je suis allé dans leurs toilettes, j'ai fait ce que je fais depuis 13 ans. Elles étaient dans le jardin. Elles étaient super contentes que je le fasse, ce qui n'arrive jamais. Enfin, vous n'allez jamais chez des copines en disant « je fais me masturber dans tes toilettes » et elles sont super heureuses, ça n'arrive jamais. Et après, je les ai laissées et je suis remonté sur mon vélo et on était en plein confinement. Et je me demandais, je me souviens, il était 19h59, je rentrais chez moi. Et je me demandais si le monde était différent maintenant. Et je venais de faire ce que je considère être, en tant qu'homme, un don magnifique à ces femmes que j'adore. Et là, tout le monde s'est mis à sa fenêtre pour applaudir parce que c'était 20h. Et moi, j'étais là sur mon vélo. Et le confinement, il m'a apporté ce sentiment-là d'être
applaudi par tout Toulouse parce que je m'étais masturbé chez des copines. Est-ce Voilà. est-ce que vous considérez que vous êtes papa, du coup? Absolument pas, non. Vous savez, un papa, c'est quelqu'un qui se lève la nuit, qui te remet sur le vélo quand tu es tombé. Alors moi, je ne serai d'aucune contrainte et d'aucun sacrifice, quoi. Et puis surtout, j'espère un jour être père avec la personne que j'aime. Et être père, c'est... enfin, n'allez pas dire ça à un père adoptif, parce qu'un géniteur, c'est pas un père. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Voilà, d'abord, je voudrais vous dire merci parce que je suis soignante et pendant le confinement, vous avez été d'une aide vraiment Oh, c'est gentil, merci costaud. beaucoup. Non, mais vraiment, et pour beaucoup de soignants. Oui, c'est parce que j'ai mis des photos d'hommes tout nus, Oui, c'est c'est pour ça, ça. c'est les shorts qui ont beaucoup aidé. Et ma question, c'est quand vous êtes en colère, justement, en tant que soignant, que militant ou même qu'écrivain, comment vous faites pour garder la patience et la compassion? C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai mes livres qui m'aident beaucoup parce que j'ai l'impression aussi de pouvoir militer aussi à travers des belles histoires que je raconte. Vous savez, on dit toujours on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Je pense que c'est faux. On fait de la littérature, point à la ligne. Avec les bons sentiments, vous savez, enfin, dans mon livre, je raconte des choses effroyables. Mais je les raconte avec de la poésie, en faisant un pas de côté. Et je pense qu'on pourrait taxer ça de bons sentiments. Pourtant, leur histoire est absolument effroyable quand on y pense. Voilà. Achetez-le quand même. Hein. Mais, mais on peut tout raconter, quoi. On peut tout raconter de la manière qu'on veut. C'était quoi la question? Je ne me souviens plus du coup. C'était comment, par rapport à votre colère en tant que médecin, voilà, vous réussissez à garder une certaine patience Ouais. et une compassion, parce que j'ai toujours l'impression que des fois, en tant que soignant, à force, on se fait un peu grignoter. Vous Oui, voyez, ça c'est vrai. Et je ne sais pas comment faire face à ça. Et Ce que vous dites, c'est très vrai, notamment. Alors, moins avec les soignants, parce que. Avec les soignés, pardon, avec les patients et les patientes, parce que je les ai en face de moi. Et je vous avoue que ce qui m'abîme vraiment, et ce qui m'a vraiment abîmé en 10 ans de médiatisation, tout ça, c'est les réseaux sociaux. C'est vraiment, je ne peux plus, quoi. C'est-à-dire, la moindre, dès qu'on passe à France Inter, on reçoit des messages, soit des insultes homophobes, soit des critiques de la façon dont je suis habillé, de mes lunettes. J'ai déjà une mère pour me critiquer, et ça me suffit, merci. Je l'aime d'amour, mais j'ai pas besoin et ça, au bout d'un moment, ça fait qu'on perd un peu sa bienveillance. Et c'est vrai, j'ai peur que ça a pu m'arriver d'envoyer bouler des gens sur Internet, les envoyer bouler méchamment. Ils ont dû se dire, mais quel connard, ce mec, il se prend pour qui? Alors qu'en fait, c'est juste que j'en peux plus, quoi. Un dimanche soir, je suis en train de me reposer, une nana que je connais ni d'Ève ni d'Adam qui m'envoie une photo de son glavio parce qu'elle vient de le cracher dans la salle de bain à 11h du soir pendant que je regarde Games of Thrones en me demandant qu'est-ce que vous en pensez, docteur. Je peux plus ça. Vraiment, je peux vraiment plus, quoi. Je peux vraiment plus, quoi. Merci Baptiste. Une autre question. Bonjour Baptiste, je Bonjour. voudrais vous remercier aussi. Alors j'aimerais bien rebondir du coup avec la question précédente. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la première fois où vous avez écrit? Ah, la première fois où j'ai écrit. Alors, pour mon premier roman, en fait, c'était vraiment. J'avais envie, et c'était un moment exaltant quand les maisons d'édition m'ont dit bon, on veut t'éditer. Et je leur ai dit moi, je veux raconter cette histoire. C'est un jeune qui raconte des histoires à une vieille dame qui est en train de mourir pour la garder en vie. Et ils m'ont dit, bah, écoute, tu as carte blanche. Et ça a été la découverte pour moi du travail que constitue, enfin, de ce que constitue vraiment le cœur du travail de romancier, qui est la liberté absolue. Absolue. C'est-à-dire que, tu vois, quand on réalise des films, tu réalises, mais tu as un directeur de casting, tu as une costumière, tu as quelqu'un qui s'occupe des décors, un accessoiriste, tu as quelqu'un qui s'occupe de la lumière, et toi, tu réalises. Mais quand tu es romancier, tu es tout ça à la fois. Tu es tout ça. C'est toi qui décides de la lumière, de tout ça, des décors. Et me découvrir d'un seul coup que non seulement on allait me donner beaucoup d'argent pour faire ce que j'aimais le plus au monde, raconter des histoires, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où je suis un petit démiurge, c'est-à-dire que je décide de tout ce qui arrive à mes personnages, et de la manière dont ils sont habillés, de la couleur du brin d'herbe sur lequel ils vont marcher, et cette liberté-là, et de me dire, bon, là je vais poser des pièges pour les lecteurs et les lectrices, là ils vont être surpris, c'est génial. C'est génial, et
comment dire, je me sens jamais aussi c'est horrible comme mot, mais c'est justifié en tant qu'être humain que quand j'écris, parce que j'ai l'impression que alors c'est pas une mission, je dirais pas ça, mais que je suis là pour ça et que je fais exactement ce que je dois faire, là où je dois le faire, quand je dois le faire, quoi. Bonjour Baptiste. Bonjour. Donc j'ai eu la chance d'assister à votre conférence avec Martin Winkler. Ah, c'était à Paris. Au Salon du Livre à Paris en Oui. 2019, il y a 2 ans déjà. Par contre, vous évoquiez à l'époque, si j'ai bien tout compris, le rôle de relation entre le patient et le médecin, et surtout le rôle de partenaire que peut avoir le patient vis-à-vis du médecin, et notamment vous avez beaucoup parlé aussi du féminisme aussi à cette époque-là, mais surtout la question que je vous pose, c'est celle-ci, savoir quel est le rôle comment vous voyez le rôle du soignant vis-à-vis du médecin pour qu'il ait réellement sa place. Bien sûr. Alors, c'est une bonne question parce qu'on nous apprend, je crois, à être de bons scientifiques, mais pas forcément de bons communicants avec les gens. Et vous savez, en 10 ans d'études, on a 1 heure de cours sur consultation et annonce d'une maladie grave à un patient. Si on ne sait pas le faire avant, c'est pas en 1 heure de cours qu'on saura annoncer à un patient qui va bientôt mourir. Donc, pour moi, le soin, c'est surtout de l'accompagnement. C'est-à-dire que j'ai un devoir d'information envers les gens. Et surtout, je dois penser contre moi-même. Et ça passe surtout par me dire en permanence, je ne suis pas le papa ou la maman de mes patients. Je leur dois une information. Après, moi, ce que je pense moi de leur vie, 1, ça ne les regarde pas, et 2, même moi, ça ne me regarde pas en fait, je n'ai pas à m'immiscer dans ça. Et le seul axe qui doit guider le rapport que j'ai avec mes patients, c'est qu'ils aillent mieux après. Et ça passe aussi parfois par épouser des croyances qui ne sont pas les miennes, du moment qu'elles permettent au patient de mieux vivre sa maladie. Je l'ai dit récemment, mais un patient qui avait de l'eczéma autour de l'œil, qui est allé voir une énergéticienne naturopathe, qui lui a dit que c'est parce qu'il était trop curieux dans une autre vie et qu'il avait provoqué quelque chose. Et voilà. Et j'ai demandé au patient, est-ce que ça vous satisfait comme explication ? Et ça lui allait. Alors qui je suis pour lui dire, en fait, ça fait reporter la culpabilité de cette dermatose sur vous, c'est pas juste. Il s'en fout de ça. Si ça lui permet d'aller mieux, c'est le plus important. Hein, c'est le plus important. Quand j'ai un patient qui vient avec des douleurs, mon but, et qu'il a du mal, avec les antalgiques, on a du mal à le soulager. Mon but, ça va être aussi de demander qu'est-ce que vous aimez faire dans votre vie que vous ne pouvez plus faire parce que vous avez mal. Aller boire le café le matin avec mes anciens amis de la Poste. On va modifier les antalgiques pour qu'ils soient le plus efficaces le matin. Et lui, il va me dire, j'ai mal tout le temps, mais j'ai moins mal le matin, du coup je peux retourner boire le café avec mes amis. Et ça, rien que ça me permet de mieux vivre avec ma maladie. Voilà. Donc, plutôt que de dire, je vais essayer d'enlever la douleur à tout prix et de ne pas y arriver, au moins essayer de s'adapter à la vie du patient. Et donc, notre travail, c'est d'informer et d'essayer de s'adapter autant que possible aux patients. Ce qui ne veut pas dire parfois lui botter les fesses aussi, parce que, vous savez, il y a des patients qui sont méga chiants aussi. Voilà. Moi, je vais être chiant aussi parce que je vais annoncer qu'il s'agit de la dernière question publique. L'heure tourne, j'en suis vraiment désolé. Ce qui n'empêche pas de poursuivre la conversation de manière plus intime autour des livres et des dédicaces qui se feront. Donc, voilà. Merci dernière à toutes question. et tous. Du coup, bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Alors, par avance, ma question est un peu militante, mais elle est en rapport avec ce que vous écrivez. J'ai l'impression que ce livre-là, c'est un peu... Alors, j'ai trouvé que le mot quintessence, mais c'est un peu la quintessence de ce que vous pouvez écrire au niveau du féminisme. Et pour être très militante, il y a des causes auxquelles j'appartiens pas, par exemple comme la cause de Black Lives Matter, de la cause trans. Et du coup, j'ai un peu du mal à trouver ma légitimité. Et je me demandais comment vous faisiez en tant qu'homme pour vous dire, je vais écrire autant de choses sur le féminisme. Alors, bien sûr, vous êtes féministe, du coup, vous avez cette légitimité-là, mais quand même, des fois, on se demande quelle est notre place Bien sûr. en tant qu'allié. Bien sûr. Alors moi, je ne me considère pas comme féministe, je me considère comme allié. Après, j'ai l'immense chance en tant qu'homosexuel de savoir que l'homophobie contre laquelle je lutte et qui me concerne directement est un des visages du sexisme. Et que donc, effectivement, par capillarité ou par contagiosité, lutter contre le sexisme, c'est aussi lutter contre l'homophobie. Ça, j'en suis persuadé. Vous savez, quand on se fait taper dessus dans la rue par des homophobes, on sait très bien que ce qui tape, c'est la femme supposée en l'homosexuel. Donc, est-ce que je me sens légitime ou pas ?
non, mais en tant qu'être humain, oui, je me sens légitime. Après, ce qui est certain, c'est que je ne refuse de publier. Et donc, là, on va aborder un débat qui fâche un peu les gens, qui est le débat, tu sais, des sensitive readers, c'est-à-dire des personnes à qui tu fais lire le livre avant de l'éditer, pour être sûr que tu n'as pas généré de stéréotypes ou de préjugés un peu débiles au bas de plafond. Moi, je l'ai fait lire à 2 personnes militantes, femmes en situation d'obésité, avant de le publier. Et c'était important pour moi parce que, je refusais que ce livre puisse faire du mal à quelqu'un en situation d'obésité. Et 2, elles m'ont apporté, mais tellement avec leurs remarques. Vous savez, pour qu'un livre il marche, il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle des éléments de réalité dedans. C'est-à-dire qu'on lit ça, on dit ça, il ne peut pas l'avoir inventé, c'est vrai. Eh bien, je ne pouvais pas l'avoir inventé. Et donc, j'avais besoin d'elles aussi, de leurs histoires, pour pouvoir raconter cette histoire. Et donc, ma légitimité, je la tiens aussi de leur tampon qu'elles ont mis. OK, ce livre, il est super, publie-le, il est important. Et puis, il fera réfléchir peut-être les gens sur ce que nous, on vit. Et tu as une audience, profite-en. Moi, je suis conséquentialiste. Moi, si quelque chose permet de faire bouger les choses, alors je m'en fiche de savoir qui est légitime, qui n'est pas légitime. Voilà. Ce qui ne veut pas dire non plus voler la parole des gens, ça c'est sûr. Un grand merci, Baptiste. Merci. It brings a tear into my eyes when I begin. Il s'agissait de Baptiste Beaulieu, auteur du roman Celle qui l'attendait, publié aux éditions Fayard, dans le cadre de l'édition 2021 du Marathon des mots. Enregistré à la librairie Ombre Blanche le 3 juillet 2021, réalisé et mis en onde par Radio Radio. I